Ma famille m'a supplié de cacher la liaison de mon frère avec ma future femme, pour protéger sa carrière. J'ai souri, j'ai hoché la tête, et j'ai diffusé la vidéo, sur la télévision du salon. Je suis chirurgien traumatologue, dans un centre de niveau 1 à Chicago. Toute ma vie professionnelle repose sur la capacité à gérer des urgences catastrophiques, alors qu'une vie humaine est littéralement en train de m'échapper entre les mains. On apprend à compartimenter. On apprend à rester de glace quand les moniteurs hurlent, quand le sang s'accumule, et que tout, dans la pièce, part absolument à la dérive. On apprend à penser avec 3, 4, 5 coups d'avance, alors que le moment présent s'effondre autour de soi. Cet entraînement médical spécifique et éreintant est la seule chose qui a sauvé ma santé mentale. Le 21 novembre. Je venais de terminer une garde brutale de 36 heures. Nous avions eu un carambolage impliquant plusieurs véhicules, sur LI 90. Et j'avais été plongé jusqu'au coude, dans le chaos. Normalement. J'aurais dû travailler jusqu'à la semaine de Thanksgiving. Mais un autre médecin titulaire est intervenu pour prendre mes heures restantes, parce que je l'avais remplacé, pendant la naissance de sa fille le mois dernier. Ils ont réorganisé les plannings, et soudain, j'étais libre. J'ai envoyé un texto à ma fiancée, Chloé, vers midi. Pour lui dire que j'allais prendre un café. Mais, j'ai intentionnellement omis de lui dire que je rentrais à la maison plus tôt. Surprise. Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai supposé qu'elle était sortie faire des courses. Qu'elle achetait les provisions de dernière minute, ou qu'elle faisait ce qu'elle avait à faire, pour préparer l'énorme dîner de la veille de Thanksgiving, chez mes parents le lendemain. Nous étions ensemble depuis 5 ans, et fiancés depuis 10 mois. Le mariage était prévu, pour début mars. Les 35 000 € d'art étaient entièrement payés. La salle, située en centre-ville, était complètement réservée. Sa robe sur mesure était déjà retouchée, et pendait dans une housse, dans notre chambre d'amis. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté chez un fleuriste, et j'ai acheté un énorme bouquet de lys stargazés, ses préférés. J'étais épuisé. Mes os me faisaient mal. Mais je souriais. Je pensais à la façon dont son visage s'illuminerait, quand je passerais la porte. À la façon dont nous passerions cet après-midi enneigé, enlacés dans des draps chauds, avant que le chaos étouffant des fêtes ne commence officiellement. Je ne suis généralement pas du genre à faire des arrivées surprises et spontanées. Mais je me sentais incroyablement chanceux. J'avais l'impression que toute ma vie était parfaitement tracée. J'avais une carrière très bien rémunérée, qui me passionnait. Une belle fiancée, que je croyais être mon âme sœur. Et une famille très unie. Mon jeune frère, Lucas, et moi, devions regarder le match des Bears plus tard dans la semaine. Tout était exactement à sa place dans mon univers. Puis, je me suis garé dans mon allée couverte de neige. Et j'ai vu la Jeep noire de Lucas, garée légèrement de travers. Ce n'était pas tout à fait inhabituel. Nous habitions à environ 30 minutes l'un de l'autre, et il passait parfois, pour emprunter des outils, ou pour piller ma collection de bourbons hors de prix. Je me suis dit qu'il aidait peut-être Chloé à déplacer la lourde table à manger ancienne. Ou à accrocher les lumières de Noël extérieures, dont je n'avais pas eu le temps de m'occuper. Il était censé être ce genre de frère fiable et serviable. Ou du moins, c'est ce que je croyais bêtement. J'ai déverrouillé la porte d'entrée aussi doucement que possible, espérant bondir et leur faire peur. La maison était d'un silence de mort. Aucune télévision ne résonnait depuis le salon. Aucune playlist Spotify ne bourdonnait dans les haut-parleurs de la cuisine. J'ai failli crier « Chloé ? Lucas ?» Mais quelque chose m'en a empêché. Et puis, je l'ai entendu. C'était faible. Descendant du 2e étage. Ce n'étaient pas des paroles. C'était un rythme. Un lourd grincement rythmique du plancher, accompagné de sons étouffés et haletants. Mon estomac a plongé dans un abîme sans fond. Mais mon cerveau s'est instantanément mis en mode salle de traumatologie. Évaluer, vérifier, réagir. Contenir l'hémorragie. Mon rythme cardiaque a en fait ralenti. J'ai posé les lys silencieusement sur la table console de l'entrée. J'ai enlevé mes bottes pour ne pas faire de bruit. Et j'ai monté les escaliers recouverts de moquettes. Chaque pas, lent, délibéré, et totalement silencieux. La porte de la chambre principale était entr'ouverte, de peut-être 15 cm. Le couloir était sombre,
mais le soleil d'hiver de l'après-midi pénétrait par les stores de la chambre, illuminant la pièce, parfaitement. Et à travers cet espace de 15 centimètres, j'ai vu tout ce dont j'aurais besoin de voir, pour le reste de ma vie. Lucas, Chloé, mon lit, notre lit. Le lit que j'avais acheté, quand nous avions emménagé ensemble. Ils ne m'ont pas remarqué. Ils étaient complètement, et violemment, enchevêtrés l'un dans l'autre. Je n'ai pas fait un bruit. Je n'ai pas eu le souffle coupé. Je n'ai pas poussé la porte, et commencé à hurler. Je n'ai pas annoncé ma présence, comme un personnage dramatique dans un feuilleton. J'ai juste plongé la main dans ma poche, sorti mon téléphone, ouvert l'application appareil photo, et appuyé sur enregistrer. Je suis resté là comme un fantôme, et j'ai enregistré 90 secondes de séquence en haute définition 4K. Les visages étaient clairement visibles. L'audio était d'une clarté écœurante. Il n'y avait absolument aucune ambiguïté possible sur ce qui se passait. Qui le faisait, où il le faisait. L'appareil photo a parfaitement capturé le tatouage tribal distinctif de Lucas sur son omoplate gauche. Le tatouage stupide et assorti, que nous avions fait faire ensemble lors d'un voyage arrosé à Cabo, il y a 5 ans. Il a capturé la main de Chloé, agrippant la tête de lit. La bague de fiançailles en diamant. Celle qui m'avait coûté 3 mois de salaire, accrochant la lumière de l'après-midi. J'ai tout enregistré. J'ai laissé les preuves se consolider. Puis je me suis reculé, j'ai redescendu les escaliers. J'ai passé les lisses, je suis sorti par la porte d'entrée, dans le froid glacial, et je suis retourné dans ma voiture. Je suis resté là. Garé à un demi-pâté de maison plus bas, dans la rue bordée de neige. Pendant peut-être 20 minutes. J'ai laissé le moteur éteint. La température glaciale qui s'infiltrait dans l'habitacle, correspondait à la glace dans mes veines. Je m'attendais à ce que la rage aveugle me frappe. Je m'attendais à frapper le volant. À crier jusqu'à ce que ma gorge saigne. À m'effondrer en larmes hystériques. Mais rien n'est venu. Tout ce que j'ai ressenti, c'était une clarté chirurgicale, cristalline et terrifiante. J'ai regardé la vidéo une fois, pour m'assurer que ce n'était pas une hallucination. J'ai vérifié l'horodatage, 14h14. J'ai vérifié que les visages étaient indéniablement clairs. J'ai immédiatement sauvegardé le fichier, sur 3 comptes cloud sécurisés et distincts. Juste là, dans la voiture glaciale. J'ai envoyé une copie par email, à une adresse secondaire sécurisée. Ensuite, j'ai ouvert mes messages, et j'ai envoyé un texto à Chloé. Et bébé. Le carambolage était pire que prévu. Ma garde a été prolongée. Je suis vraiment désolé, mais je ne serai pas à la maison avant demain matin. On se voit chez mes parents, demain après-midi, pour le dîner de la veille de Thanksgiving. Je t'aime tellement. Elle a répondu 8 minutes plus tard. Oh non. Tu travailles si dur, bébé. S'il te plaît, repose-toi quand tu le pourras. Tu me manques déjà. Je suis juste en train de nettoyer la maison, et de préparer les choses. J'ai hâte d'être à demain. Lucas m'a envoyé un texto 35 minutes après ça. Yo, frérot, t'es dans le coin cette semaine? Je me disais qu'on pourrait mater le match, et boire quelques bières. Tiens-moi au jus. Je suis resté assis dans la voiture glaciale, et j'ai fixé les 2 messages. Puis, j'ai regardé la vidéo, toujours réduite sur mon écran. Il n'avait absolument aucune idée que je savais. Il n'avait aucune idée que je m'étais tenu à 1,2 m. Il n'avait aucune idée du genre d'arme nucléaire numérique que je tenais actuellement entre mes mains. Et j'avais exactement 28 heures avant l'énorme dîner de famille de la veille de Thanksgiving. Où ils seraient tous les deux assis, à la table de salle à manger en acajou de mes parents. Ils joueraient à la famille heureuse. Passeraient la sauce. Et me regarderaient droit dans les yeux, comme s'ils ne venaient pas de détruire mon univers tout entier. J'avais 28 heures, pour décider exactement, de la manière dont je voulais systématiquement réduire leur monde en cendres, jusqu'aux fondations. J'ai démarré la voiture. Je me suis éloigné du quartier, où je pensais élever des enfants. Et j'ai conduit, jusqu'à un hôtel haut de gamme de l'autre côté de la ville. Je me suis enregistré sous mon nom. J'ai payé en espèces. J'ai demandé un départ tardif. Et je me suis assis sur le bord du lit king size, avec mon ordinateur portable ouvert. La vidéo a été téléchargée. Les sauvegardes étaient sécurisées.
Lucas a envoyé un autre texto. Frérot, ça va? T'es bizarrement silencieux lol. J'ai regardé mon téléphone. Son message. L'emoji cœur rouge de Chloé, toujours affiché sur mon écran de verrouillage. Et puis, dans le silence de cette chambre d'hôtel stérile. J'ai souri, pour la première fois depuis que j'avais franchi ma porte d'entrée. Ce n'était pas moi qui devais m'inquiéter d'aller bien. C'était eux. Ils ne savaient tout simplement pas que le compte à rebours avait déjà commencé. Mise à jour 1. 22 novembre, veille de Thanksgiving. J'ai passé toute la matinée dans cette chambre d'hôtel. À faire ce que je fais de mieux, préparer la salle d'opération, pour une procédure massive et sanglante. Les chirurgiens n'improvisent pas. Nous exécutons des listes de contrôle. Nous anticipons les complications. Nous nous assurons que tous les instruments sont stérilisés et prêts. J'ai donc fait une liste de contrôle. Preuve sécurisée. Vérifier. 4 sauvegardes cloud distinctes, plus le fichier brut original sur mon téléphone. Chronologie documentée. Vérifier. J'ai passé 4 heures à éplucher 8 mois de SMS. Recoupant mon emploi du temps hospitalier éreintant, avec leurs messages. J'ai fait des captures d'écran de chaque fois où Lucas disait qu'il était occupé par le travail. Ou que Chloé mentionnait qu'elle faisait des courses, ou allait à un cours de yoga. Les schémas étaient maintenant d'une évidence écœurante. Un week-end sur 2, quand j'étais de garde à l'hôpital. Ce week-end de septembre, où je me suis envolé pour une conférence médicale à Seattle. Et qu'elle prétendait passer un week-end entre filles en ville. Lucas avait posté une photo d'un cocktail dans un bar, à exactement 4 pâtés de maison de chez moi. Le même soir. Cela durait depuis au moins 6 mois. Peut-être les 10 mois entiers de nos fiançailles. À 10 heures du matin, j'ai appelé un gars que j'avais connu pendant mes études de premier cycle. Qui s'était spécialisé dans le droit agressif de la famille et des biens. J'ai payé ses frais de consultation d'urgence par téléphone. Nous avons eu une conversation précise de 30 minutes. La maison? Elle était à moi, à 100%. Je l'avais achetée 3 ans avant même que Chloé et moi ne nous rencontrions. Son nom n'apparaissait nulle part sur l'acte de propriété. La bague de fiançailles de 12 000 €? Légalement, un don conditionnel dans notre État. Si le mariage n'a pas lieu, la bague retourne à l'acheteur. Si elle ne la remettait pas volontairement, je pouvais la poursuivre en justice, pour la valeur totale, plus les frais d'avocat. La vidéo? Complètement, à 100% légal. C'était ma maison, mon prêt hypothécaire, ma chambre, ma sécurité. Il n'y a aucune attente de confidentialité pour des intrus, commettant un adultère, dans mon domicile. Faites ce que vous avez à faire, a dit l'avocat. Vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes totalement protégé. Je suis arrivé à l'immense maison de banlieue de mes parents, à 17 heures tapantes. La maison de ma mère sentait toujours incroyablement fort, la dinde rôtie, la farce à la sauge et la cannelle pendant les fêtes. Une vague d'intense nostalgie d'enfance m'a frappé pendant environ 3 secondes. Avant que je ne me rappelle la raison exacte, pour laquelle je franchissais cette porte. La Jeep de Lucas était déjà garée dans l'allée. Ainsi que la berline blanche de Chloé. Je suis entré en portant une bouteille de vin, agissant comme si de rien n'était. Mon rythme cardiaque était stable à 60 BPM, froid comme de la glace. Chloé était dans la cuisine avec ma mère. Elle portait un joli tablier à fleurs, et riait bruyamment d'une blague de famille. Elle m'a vu, et tout son visage s'est illuminé d'une fausse joie. Elle a traversé la cuisine, a passé ses bras étroitement autour de mon cou, et m'a embrassé profondément. Tu m'as tellement manqué, bébé. J'étais si inquiète pour toi, dans cette tempête, a-t-elle roucoulé. Je lui ai rendu son baiser. J'ai forcé mes lèvres, à s'étirer en un sourire. Tu m'as manqué aussi. Content d'être là. Lucas est arrivé du salon, en tenant une bière artisanale. Il m'a tapé fort sur l'épaule. Le voilà, le sauveur de vie. Je croyais que tu allais être coincé à l'hosto, mec. Je ne raterai pour rien au monde Thanksgiving avec la famille, ai-je dit doucement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La famille, c'est tout ce qui compte, pas vrai, Luc? T'as bien raison, frérot, a-t-il souri, en prenant une gorgée de sa bière. Je les ai surveillés comme un faucon, pendant tout le dîner. La table était bondée.
Mes parents, mon oncle et ma tante, mon cousin. Lucas, Chloé, et moi. Lucas a raconté une histoire exagérée sur son travail dans la finance d'entreprise. Et tout le monde a ricané. Chloé n'arrêtait pas de poser sa main sur ma cuisse sous la table. Jouant le rôle de la fiancée dévouée et parfaite, à la perfection absolue. Ma mère n'arrêtait pas de s'extasier sur le mariage à venir. Demandant à Chloé si elle avait finalisé les arrangements floraux et le plan de table. J'ai joué le jeu sans la moindre faille. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai mâché la dinde sèche. J'ai répondu à leurs questions banales. Mon père m'a interrogé sur l'hôpital. Je lui ai parlé du carambolage, des opérations, du chaos. C'était une conversation complètement normale, une soirée de fête joyeuse et tout à fait ordinaire. Sauf que, je gardais ma main droite posée dans ma poche. Mon pouce planant, au-dessus de l'écran de mon téléphone. Après que le dessert ait été débarrassé, et que le café ait été servi. Je me suis levé de table. J'ai tapoté ma cuillère, contre ma tasse à café. Et est-ce que tout le monde peut se diriger vers le salon, et s'asseoir une minute? J'ai besoin de partager quelque chose avec la famille. C'est important. Ma mère avait l'air ravie. Pensant probablement que j'allais annoncer une grossesse. Oh, bien sûr chérie. Tout le monde au salon. Une fois qu'ils furent tous assis sur les canapés, je me suis approché de l'immense téléviseur intelligent de 75 pouces, fixé au mur. Je vais diffuser une petite vidéo sur l'écran, en 2 secondes, ai-je annoncé. Qu'est-ce que c'est, a demandé mon père, en ajustant ses lunettes. Un diaporama de vos photos de fiançailles? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement connecté mon téléphone au réseau de diffusion de la télévision. J'ai maximisé le fichier, et j'ai appuyé sur lecture. La vidéo a démarré instantanément. Le volume de la télé était réglé sur 40. Le son a frappé la pièce en premier. Le grincement rythmique indubitable du cadre de mon lit. Les gémissements essoufflés et explicites. Puis, l'image cristalline en 4K a inondé l'écran géant. Le dos de Lucas. Le tatouage tribal. Le visage de Chloé complètement visible par-dessus son épaule. Les yeux fermés d'extase. Pendant 2 secondes, il y a eu un silence absolu et paralysant. Le genre de silence qui aspire l'oxygène d'une pièce. Puis, Chloé a hurlé. Elle n'a pas seulement halté. Elle a poussé un cri guttural et horrifiant. Elle s'est jetée par-dessus la table basse, vers la télévision. Mais, elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Lucas est devenu complètement blanc, comme un cadavre. Il s'est levé si vite, que ses genoux ont heurté la table basse. Faisant s'écraser des tasses sur le sol. Éteins ça. Éteins cette putain de vidéo. Assieds-toi, ai-je ordonné. Ma voix ne tremblait pas. Elle ne s'est pas élevée. C'était la voix exacte, que j'utilisais pour donner des ordres aux infirmières. Au-dessus d'une artère qui saigne. Froide, absolue. La vidéo a été diffusée pendant 30 bonnes secondes, résonnant dans ce salon de banlieue. Avant que mon père ne se jette enfin sur la télécommande de la télévision, et n'appuie frénétiquement sur le bouton d'alimentation. L'écran est devenu noir. Le silence qui a suivi, était plus lourd qu'un poumon perforé. Puis, le chaos a éclaté. À quoi tu pensais, bon sang? C'était mon père. Mais il ne regardait pas Lucas. Il me regardait, moi. Directement. Moi, ai-je demandé, en penchant la tête. Tu les as enregistrés, a hurlé ma mère, le visage rouge de fureur. Dans ta propre maison. C'est illégal. C'est une violation flagrante de la vie privée. Je l'ai dévisagé, ayant véritablement du mal à comprendre l'audace absolue de sa réaction. Maman. Ils étaient explicitement en train de faire l'amour, dans mon lit, dans ma maison. Pendant que j'étais à l'hôpital en train de sauver des vies. Et, tu es actuellement en train de me hurler dessus, pour en avoir enregistré les preuves. Lucas s'est mis à pleurer. Il sanglotait vraiment, sincèrement, comme un enfant. Il est tombé à genoux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'est juste arrivé. Nous étions ivres. On ne voulait pas, vous ne vouliez pas quoi? Je l'ai coupé, ma voix tranchant ses pleurs pathétiques.
Vous ne vouliez pas coucher avec ma fiancée? Vous ne vouliez pas le faire dans mon lit? Ou vous ne vouliez pas vous faire prendre en vidéo? N'utilise pas ce ton agressif dans cette maison, a claqué mon père, pointant un doigt tremblant vers moi. Chloé était recroquevillée en boule sur le sol, sanglotant de façon hystérique dans ses mains. Je t'en prie bébé, on peut arranger ça. C'était une erreur d'une seule fois. J'étais stressé par le mariage. J'ai fait une horrible erreur. Depuis combien de temps, lui ai-je demandé. Ma voix, étrangement calme. Elle s'est juste mise à gémir plus fort. Elle refusait de me regarder. Depuis combien de temps, ai-je redemandé, plus fort. 7 mois, a chuchoté Lucas, fixant la moquette. 7 mois. Plus de la moitié de nos fiançailles. Pendant que je payais pour la salle, la robe, les fleurs. Pendant qu'elle m'embrassait pour me dire au revoir, chaque matin. Ma mère s'est approchée. S'est agenouillée. Et a réellement mis son bras autour des épaules tremblantes de Lucas, pour le réconforter. Ces choses arrivent, a-t-elle dit. La voix tremblante met sur la défensive. Les gens font de terribles erreurs. Vous êtes frères. Vous n'avez pas besoin de faire exploser tout ça. Et de détruire la vie de tout le monde, pour une erreur. Faire exploser tout ça, ai-je répété lentement. Laissant les mots avoir le goût de la cendre dans ma bouche. C'est la veille de Thanksgiving, a crié mon père, le visage violet. Tu vas ruiner toute la fête pour la famille. Tu ne pouvais pas garder ça privé? Le gérer discrètement après le week-end. Il a fallu que tu nous tendes un piège, comme un psychopathe. J'ai regardé autour de moi. Mon oncle et ma tante étaient assis figés sur le canapé à 2 places. L'air absolument horrifié, mais gardant le silence le plus complet. Ma mère massait activement le dos de l'homme qui couchait avec ma future femme. Mon père me fusillait du regard, comme si je venais de commettre un meurtre. Chloé pleurait sur le sol. Pas une seule personne dans cette pièce n'était de mon côté. Pas une. J'étais la victime d'une trahison dévastatrice de 7 mois. Et il me traitait comme le méchant, pour l'avoir dévoilé. Vous voulez que je garde ça privé, ai-je dit, ma voix baissant jusqu'à un murmure qui imposait le respect dans la pièce. Pour qu'on puisse tous se réveiller demain. Découper la dinde, sourire pour les photos de famille, et faire comme si de rien n'était. Tout ça pour protéger les sentiments fragiles de Lucas. C'est ton frère, a pleuré ma mère. C'est la famille. Vas-tu vraiment rejeter ta propre chair et ton propre sang, pour une fille? J'ai senti quelque chose de fondamental se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas du chagrin. C'était la rupture finale et libératrice, de chaînes dont j'ignorais même l'existence. Je ne rejette rien du tout, ai-je dit en boutonnant mon manteau. Vous l'avez déjà tous fait. Je me suis retourné, et j'ai marché vers la porte d'entrée. Ne sois pas dramatique, a aboyé mon père, en me suivant dans le couloir. Rassois-toi. Nous allons parler de ça, comme des adultes. Nous pouvons traverser ça, en famille. Non, ai-je répondu. En ouvrant la lourde porte en chêne. Et en laissant la neige glaciale souffler dans l'entrée. On ne le fera pas, je suis sorti dans la nuit froide. Derrière moi, je pouvais entendre ma mère hurler, quelque chose sur le fait que j'étais un salaud égoïste. Sur le fait que je déchirais la famille, pour mon propre ego. Je suis monté dans mon SUV. J'ai verrouillé les portes. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le tout nouveau compte de réseau social public que j'avais créé le matin même. La vidéo était déjà en file d'attente. La légende était déjà écrite, 21 novembre, 14h14. Mon frère Lucas et ma fiancée Chloé, dans mon lit, dans ma maison, alors que je travaillais pour une garde de 36 heures à l'hôpital. Ils font ça depuis 7 mois. Mes parents viennent de me dire de m'excuser pour avoir bouleversé la famille. Joyeux Thanksgiving. J'avais tous les tags prêts. Le profil de Lucas, le profil de Chloé. Le cabinet de finance d'entreprise de Lucas. L'agence de design graphique de Chloé. Une douzaine de nos amis communs. Mes tantes, mes oncles, mes cousins. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'appuyer sur un bouton. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père.
Si tu fais quelque chose de stupide et que tu nous embarrasses publiquement, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Rentre à l'intérieur, tout de suite. J'ai fixé son message. J'ai fixé la maison sombre et recouverte de neige, où j'avais grandi. J'ai réalisé que je n'avais absolument plus rien à perdre. Il m'avait déjà minutieusement dépouillé de mon avenir, de ma partenaire, de mon frère, et de l'amour de mes parents. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. J'ai appuyé sur publier. Je n'ai pas hésité. Je ne me suis pas remis en question, pendant une fraction de milliseconde. J'ai regardé, la barre de progression bleue traversait l'écran. Téléchargement terminé. J'ai verrouillé mon téléphone. Je l'ai jeté sur le siège passager. J'ai conduit jusqu'à mon hôtel. J'ai commandé un steak à 60 € au service d'étage. Et j'ai dormi, plus profondément et mieux que je ne l'avais fait depuis une décennie. Mise à jour 2. Matin de Thanksgiving. Je me suis réveillé à 8 h du matin, avec exactement 412 notifications. Je n'en ai pas lu une seule. J'ai mis mon téléphone sur ne pas déranger, et j'ai commencé à exécuter le reste de la liste de contrôle. Premier appel. Le lieu du mariage. Bonjour. C'est concernant la réservation du 12 mars, à mon nom. Je dois annuler l'intégralité de l'événement. La coordinatrice a halté. Monsieur, c'est dans moins de 4 mois. Conformément au contrat. Vous perdrez la totalité de l'acompte de 14 000 €. J'en suis pleinement conscient. Annulez-la immédiatement. Envoyez-moi l'email de confirmation. J'ai raccroché. Appel suivant. Le traiteur de luxe. Annulé. Perdu 4 500 €. La fleuriste. Annulé. Perdu 2 000 €. Le photographe, le DJ, le quatuor à cordes. Tout a été effacé. J'ai systématiquement brûlé 28 000 € d'acompte non remboursable en exactement 45 minutes. Je n'ai pas ressenti la moindre once de douleur. C'était la taxe la moins chère que j'aurais pu payer pour racheter le reste de ma vie. Appel suivant. Un serrurier d'urgence 24h24. J'ai besoin que toutes les serrures de ma propriété soient changées aujourd'hui. Je sais que c'est un jour férié. Je vous paierai le triple de votre tarif d'urgence. 2 heures plus tard. Je l'ai retrouvé chez moi. La voiture de Chloé n'était pas dans l'allée. Elle était probablement encore chez mes parents, pleurant sur les genoux de ma mère, pour lui dire à quel point j'étais cruel. Je suis resté sur le porche dans le vent glacial, regardant le serrurier percer les anciens peines dormants. Je lui ai tendu 800 € en liquide, et j'ai récupéré mes nouvelles clés brillantes. Chloé avait une clé de mon sanctuaire. Plus maintenant. Prochain arrêt, la banque. 8 mois plus tôt. Chloé et moi avions ouvert un compte d'épargne commun. Pour le mariage, et notre future lune de miel. Nous y déposions tous les deux des fonds automatiquement. J'avais contribué à hauteur d'environ 32 000 €. Elle avait mis exactement 6 500 €. Je suis entré dans l'agence. J'ai contourné les guichetiers. Je me suis assis avec la directrice de l'agence. Et je me suis fait complètement retirer du compte. Mais seulement, après avoir retiré légalement, chaque centime des 32 000 € que j'avais déposés. Je lui ai laissé ces 6 500 €. C'était son argent. Je n'en voulais pas un sou. Mais alors que j'étais assis à ce bureau en acajou, j'ai réglé une autre affaire. Il y a 2 ans. L'entreprise de sous-traitance de mon père avait traversé une grave crise financière. Il était venu me voir, la casquette à la main, pour me demander de l'aide pour son prêt hypothécaire. Juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Je le payais depuis lors. 1 800 € par mois. Prélevé automatiquement sur mon compte courant principal, le premier de chaque mois. Plus de 40 000 € au total. J'ai besoin d'annuler un virement récurrent, ai-je dit à la banquière. Elle a affiché mon profil. Le virement de 1 800 €. Vers le compte joint, se terminant par 4 492. Êtes-vous sûr? Il est prévu pour être traité la semaine prochaine. Annulez-le. Révoquez toute autorisation. Avec effet immédiat. Fait. Et puis, il y avait Lucas.
Lucas avait supplié pour m'emprunter 11 000 € en février dernier. Il prétendait avoir fait de mauvais investissements en crypto-monnaie et devait couvrir son loyer et ses paiements de voiture avant d'être expulsé. Il avait juré, sur la tombe de notre grand-père, qu'il me rembourserait en 6 mois. Ça faisait 9 mois de ça. Je ne l'avais jamais poussé là-dessus parce que... Vous savez. La famille. J'ai récupéré le fil de discussion sauvegardé, où il avait explicitement demandé le prêt. Et décrit les conditions de remboursement. J'en ai fait une capture d'écran. Je l'ai transmise à mon ami avocat, avec une brève note. Rédiger une lettre de mise en demeure formelle, pour un remboursement immédiat. Donnez-lui 14 jours. S'il ne vire pas les fonds. Déposez une plainte au tribunal civil, immédiatement. Mon avocat a répondu, en 6 minutes. Joyeux Thanksgiving, espèce de menace absolue. Je le rédigerai et le ferai signifier, d'ici lundi. À midi, j'avais complètement rompu tout lien, financier, légal et physique, avec chacun d'entre eux. Fini les filets de sécurité, fini les renflouements, fini les passe-droits. Mes parents voulaient choisir Lucas plutôt que moi. Très bien. Ils pouvaient le soutenir financièrement. Je suis retourné, dans ma chambre d'hôtel. J'ai commandé un café. Et j'ai finalement ouvert mes réseaux sociaux sur mon ordinateur portable, en utilisant un navigateur incognito. L'explosion était biblique. La vidéo avait 145 000 vues. Elle avait été partagée plus de 2000 fois. Elle avait franchi notre cercle social immédiat. Et avait été reprise par des groupes de commérages locaux de Chicago. Les commentaires étaient un véritable bain de sang. Son propre frère l'a mis plus bas que terre. L'audace des parents qui défendent ça. C'est vraiment à vomir. Je connais cette fille. Elle va à ma salle de sport. Une vraie poubelle. Les gens taguaient agressivement, la petite amie de Lucas. Mia. Oh, c'est vrai. J'avais presque oublié Mia. Elle sortait avec Lucas depuis 3 ans. C'était un amour, une maîtresse d'école primaire. Les commentaires la taguaient sans relâche. Lui disant de se réveiller et de regarder la vidéo. Quelqu'un avait tagué le compte officiel de l'entreprise de finance de Lucas. Quelqu'un d'autre avait mis un lien vers le profil LinkedIn professionnel de Chloé. Et son portfolio de design graphique indépendant, en plein dans les premiers commentaires. J'ai fermé l'ordinateur portable. Une très petite part, irrationnelle de mon cerveau. s'est demandé si j'étais allé trop loin. Si j'avais lâché une bombe nucléaire sur une fourmilière. Si j'aurais dû simplement emballer discrètement mes affaires, annuler le mariage. Et partir avec noblesse. Puis je me suis souvenu de l'image de ma mère frottant le dos de Lucas, pendant qu'il pleurait d'avoir été pris. Je me suis souvenu de mon père me traitant d'excessif, et m'ordonnant de m'asseoir et de protéger l'image de la famille. Je me suis souvenu des 7 mois de mensonges, des faux sourires, de l'argent volé. Je ne suis pas allé trop loin. Je suis allé, exactement assez loin. J'ai passé le reste du week-end, totalement déconnecté. J'ai conduit jusqu'au Wisconsin. J'ai loué un chalet. J'ai coupé du bois. J'ai bu du bon whisky. Et j'ai laissé la radiation toxique de mon ancienne vie s'éteindre d'elle-même, à des kilomètres de là. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, le mardi suivant. Le désastre était total. J'ai retrouvé mon cousin David, pour boire une bière. C'était le seul membre de la famille, qui m'avait contacté pour prendre réellement des nouvelles, de ma santé mentale. Plutôt que de me crier dessus. C'est un bain de sang, mec, m'a dit David. Secouant la tête d'incrédulité, alors que nous étions assis dans un box. Tu les as complètement détruits. Il m'a fait le compte-rendu. Lucas avait été renvoyé. Son entreprise de finance avait une clause stricte de moralité et de conduite publique dans ses contrats. Avoir une vidéo virale de vous, trahissant explicitement votre propre frère. Pendant que votre employeur est tagué dans les commentaires. Viole apparemment cette clause. Ils l'ont licencié lundi matin. Mia avait vu la vidéo le jour de Thanksgiving. Selon David. Elle a conduit jusqu'à la maison de mes parents. Est entrée par la porte d'entrée, pendant leur dîner de dinde misérable et tendu. A jeté la bague de promesse que Lucas lui avait offerte.
directement à la figure. A craché sur ses chaussures. Et est partie sans dire un seul mot. Elle l'a bloqué, surtout. Chloé avait adopté la politique de la terre brûlée sur sa propre empreinte numérique. Chaque compte de réseau social, son LinkedIn, son site web professionnel. Supprimé, effacé de l'Internet. Elle avait emballé ce qui rentrait dans sa berline. Et avait fui, pour retourner dans sa ville natale en Ohio. Pour vivre dans sa chambre d'enfant. Ses clients indépendants l'avaient laissé tomber. Après que la vidéo a circulé dans ses cercles professionnels. Et tes parents, a demandé David, en me regardant prudemment. Ils perdent la tête. Ton père a manqué son paiement hypothécaire. Parce que ton prélèvement automatique n'est pas passé. Il a appelé la banque en hurlant. Et ils lui ont dit que tu l'avais révoqué. Il raconte à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Que tu es un psychopathe vindicatif. Laisse-le faire, ai-je dit, en prenant une gorgée de ma bière. La vérité n'a pas besoin que je la défende. La vidéo parle d'elle-même. Il y a autre chose, a dit David. Sa voix baissant. Il avait l'air sincèrement mal à l'aise. Je n'allais pas te le dire, mais tu as besoin de savoir. Dis-moi. David a pris une profonde inspiration. La raison pour laquelle tes parents voulaient à tout prix que ça reste secret. La raison pour laquelle ils voulaient que tu lui pardonnes. Et que tu ailles jusqu'au bout pour le mariage. Mon cerveau de chirurgien s'est mis en marche. Les pièces du puzzle ont soudain commencé à se réorganiser d'elles-mêmes. La panique dans les yeux de ma mère. Le désespoir de garder la famille unie. Elle est enceinte, ai-je dit d'un ton plat. Les yeux de David se sont écarquillés. Comment as-tu su? Je suis médecin, David. Et je connais la nature humaine. Qui est le père? C'est ça le problème, a grimacé David. Chloé jurait, mordicus, que c'était le tien. Elle a parlé de la grossesse à ta mère, une semaine avant Thanksgiving. Tes parents savaient qu'elle couchait avec Lucas. Ils les ont apparemment surpris, en train de s'embrasser dans l'allée en août dernier. Mais ils voulaient que tu l'épouses. Quand même. Pourquoi, ai-je demandé. Bien que la prise de conscience écœurante m'envahissait déjà. Parce que tu es le médecin, a dit doucement David. Tu as la maison. L'énorme salaire. La stabilité. Lucas croule sous les dettes et t'emprunte de l'argent. Si le bébé était de Lucas, il n'aurait pas les moyens. Tes parents n'avaient pas les moyens de l'aider. Ils voulaient que tu l'épouses. Que tu reconnaisses l'enfant. Et que tu subviens à ses besoins financiers. Quel que soit son véritable père. Pour sauver la famille du scandale. Et de la ruine financière. Le mal pur, non altéré, de cette logique. M'a littéralement coupé le souffle pendant une seconde. Mes propres parents étaient prêts à me piéger. Pour que j'élève le bâtard de mon frère. Me piégeant, dans un mariage frauduleux, pendant 18 ans. Juste pour protéger leur enfant chéri, des conséquences de ses actes. Et pour protéger leur propre portefeuille. Est-ce qu'elle a fait un test de paternité, ai-je demandé. Ma voix, terriblement calme. Ouais. David a hoché la tête. Quand elle est rentrée en Ohio. Ses parents l'ont obligée à faire un test ADN prénatal. Parce que Lucas niait être le père. Les résultats sont revenus hier. Et c'est bien de Lucas, à 99,9%. J'ai vraiment ri. Je me suis penché en arrière dans la banquette. Et j'ai ri, jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. C'était la justice poétique, la plus magnifique que l'univers aurait pu offrir. Lucas. Qui venait de perdre son emploi à 6 chiffres. Qui était poursuivi par mon avocat, pour 11 000 €. Qui avait été largué, par sa petite amie de longue date. Et qui vivait actuellement, dans le sous-sol de mes parents. Allait maintenant devenir père. Et mes parents. Qui avait essayé de me manipuler, pour que je finance ce désastre. Allait maintenant devoir soutenir financièrement leur fils au chômage. Sa future ex, mère de son enfant, en Ohio. Et leur nouveau petit enfant. Tout ça,
en devant soudainement payer eux-mêmes leur prêt hypothécaire de 1800 €. Que je venais de couper. Ils avaient creusé leur propre tombe. Y avaient sauté. Et m'avaient tendu la pelle, pour les enterrer. Les mois ont passé. L'hiver s'est transformé en printemps. La saison où j'étais censé me marier, est venue et est repartie. Et je n'ai pas ressenti, la moindre once de tristesse. Mon avocat a poursuivi Lucas avec succès. Il ne s'est même pas donné la peine, de se présenter à l'audience du tribunal civil. J'ai obtenu un jugement par défaut, pour la totalité des 11 000 €, plus les frais de justice. J'ai immédiatement déposé, une demande de saisie sur salaire. M'assurant, que dès qu'il parviendrait enfin à trouver un nouveau travail, je prendrai une part de son salaire, chaque semaine. Jusqu'à ce que la dette, soit réglée. J'ai encadré le jugement du tribunal. Et je l'ai accroché, dans mon bureau à domicile. Il sert de magnifique rappel quotidien, que certaines dettes ne sont jamais pardonnées. L'avocat de Chloé, m'a renvoyé la bague de fiançailles fin février. Pas de mots, pas d'excuses. Juste la boîte en velours. Je l'ai emmenée chez un bijoutier. Je l'ai vendue pour 8 000 €. Et j'ai utilisé l'argent pour réserver un voyage en solo, de 2 semaines en première classe, au Japon. J'ai mangé du bœuf wagyu à Tokyo. Fait de la randonnée près du mont Fuji. Et, j'ai senti les derniers vestiges restants, de mon ancienne vie, s'évaporer dans l'air de la montagne. Mes parents ont essayé de me contacter, exactement une fois. En avril. Ma mère, a débarqué sur mon porche à l'improviste. Pleurant de façon hystérique. J'ai ouvert la porte, en laissant la lourde chaîne de sécurité attachée. S'il te plaît, a-t-elle sangloté, en pressant son visage, contre l'ouverture de la porte. S'il te plaît chérie, on se noie. Lucas ne trouve pas de travail. Sa réputation est ruinée. Les parents de Chloé le menacent, pour obtenir une pension alimentaire. La banque menace, de saisir notre maison. Nous avons besoin d'aide. Tu es notre fils, ta famille. J'ai regardé, la femme qui m'avait donné naissance. La femme, qui avait activement comploté, pour me piéger dans un mariage frauduleux. Pour élever, l'enfant de mon frère. Je n'ai absolument rien ressenti. Ni pitié. Ni colère. Juste, un profond vide clinique. Tu as choisi ton fils, ai-je dit doucement. Maintenant. À toi de le nourrir. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé le pen dormant. Et je suis retourné, préparer mon dîner. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de mon père. J'ai installé des caméras de sécurité, tout autour du périmètre de ma propriété. Et j'ai envoyé, une lettre de mise en demeure formelle à leur adresse. Menaçant de faire intervenir la police, pour intrusion. S'ils mettaient un jour, les pieds sur ma propriété. Il s'est écoulé très exactement 1 an. Depuis cet après-midi neigeux de novembre. J'ai 34 ans. Et ma vie est complètement méconnaissable. De la meilleure façon possible. J'ai vendu la maison. Elle abritait trop de fantômes. J'ai utilisé la plus-value, pour acheter un immense condo terrasse ultra-moderne. Avec vue sur le lac Michigan. Il est stérile. Propre. Et, entièrement à moi. Pas de compromis. Pas d'espace partagé. Juste mon sanctuaire. Je m'épanouis à l'hôpital. J'ai été promu chef de la chirurgie traumatologique, en septembre. Ma concentration, est absolue. J'ai recommencé à sortir. Rien de sérieux au début. Juste pour tâter le terrain. Mais récemment, je fréquente une oncologue pédiatrique, nommée Elena. Elle est brillante. Fièrement indépendante. Et, n'apporte aucun drame. Je lui ai raconté toute l'histoire de mon passé, lors de notre 4e rendez-vous. J'ai posé toutes les cartes sur la table. Elle a écouté silencieusement, en sirotant son vin. Puis m'a regardé et a dit, on dirait que tu as excisé une tumeur maligne. Avant qu'elle ne se métastase, et ne te tue. Bon chirurgien. J'ai su à ce moment-là, que c'était la bonne. J'ai entendu dire par le bouche à oreille. David me donne encore parfois, des nouvelles que je ne demande pas. Que Lucas travaille actuellement de nuit, dans un entrepôt juste à la sortie de la ville. Il doit me verser 20% de son maigre salaire,
pour le jugement du tribunal. Et une autre part énorme, part directement en Ohio, pour la pension alimentaire. Il a l'air d'avoir pris 10 ans. Vidé. Et, misérable. Chloé a eu un petit garçon en août. Elle travaille comme réceptionniste, dans un cabinet dentaire en Ohio. Habite chez ses parents. Définitivement liée à un homme qui a ruiné sa vie. Et, élève un enfant dans l'ombre, d'un scandale viral auquel elle ne pourra jamais échapper. Mes parents travailleraient à temps partiel dans la vente au détail. À plus de 60 ans. Pour pouvoir payer l'hypothèque, que je payais pour eux. Complètement aliénés du reste de la famille élargie. Qui a vu la vidéo? Et, a appris la vérité, sur leur tentative de dissimulation. Ils ont tous fait leur choix. Ils ont choisi, la tromperie plutôt que la loyauté. Ils ont choisi, le confort plutôt que la responsabilité. Ils ont choisi, mon frère plutôt que moi. Certaines personnes m'ont demandé, si je regrettais parfois, d'avoir appuyé sur le bouton de publication. Si je me sens parfois coupable, d'avoir réduit leur vie en cendres. Ma réponse est toujours la même. Je n'ai pas réduit leur vie en cendres. J'ai juste allumé la lumière. Pour que tout le monde puisse voir l'incendie qu'ils avaient déjà allumé. Je suis libre. Et, je n'ai jamais aussi bien dormi.